Maintenant que l'on a vu l'organisation fonctionnelle de la mémoire et ses différentes catégories, quels sont les substratomes anatomiques de la mémoire? Ces structures physiques des souvenirs, qu'on a aussi appelées engrammes, où se cachent-elles? Quelles structures anatomiques les supportent et dont la lésion pourrait notamment entraîner la disparition de ces traces amnésiques? Le lobe temporal fut la première structure anatomique sérieusement associée au mécanisme de mémorisation. Appelé temporal car il est situé sous l'os temporal, lui-même nommé ainsi du fait que les cheveux de la tempe sont les premiers à être affectés par le temps et à devenir grisonnants. Ainsi, l'association du lobe temporal avec le temps fut totalement fortuite. Cependant, son implication dans l'enregistrement et le stockage d'événements de notre passé est actuellement largement prouvée et reconnue. Le lobe temporal comporte le cortex temporal latéral et le cortex temporal médial, qui comporte une région assez particulière qu'on appelle système hippocampique. Ce système hippocampique comporte l'hippocampe, qui est une structure la plus en dedans, puis entourée ou à côté d'elle, nous avons le cortex entorhinal, le cortex péririnal et le cortex parahippocampique, l'ensemble réalisant ce qu'on appelle le système hippocampique. L'hippocampe a été nommé ainsi du fait de sa ressemblance avec l'animal marin nommé hippocampe. Sur la photo, vous voyez à gauche une dissection d'un hippocampe anatomique et à droite l'animal marin avec lequel il a été comparé et dont il tire le nom. L'implication du lobe temporal dans les phénomènes de mémoire a été suspectée dès les années 50 grâce aux travaux de Penfield. Penfield réalisait des stimulations de différentes zones cérébrales pendant des opérations chirurgicales pour traitement d'épilepsie. Lors de la stimulation de différentes régions du lobe temporal, notamment le cortex latéral, les patients disaient pouvoir avoir des évocations de souvenirs anciens revenant des fois à leur enfance ou à leur adolescence. Ce qui a permis aux scientifiques de dire à cette époque qu'il serait probable que cette zone au niveau du lobe temporal serait un lieu de stockage de souvenirs. Quelques années plus tard, la neuropsychologue canadienne Brenda Milner a publié le cas très surprenant d'un patient qui va par la suite bouleverser les connaissances en matière de mémoire et de mémorisation et qui va confirmer l'implication du lobe temporal, notamment dans sa partie médiale, dans les phénomènes de mémorisation. Il s'agit du cas du patient HM, Henri Mollesson, très connu dans l'histoire de la littérature neuropsychologique. Ce patient, à cause d'une épilepsie invalidante, avait subi une chirurgie assez particulière qui était de l'ordre de l'expérimental à l'époque et qui consistait en l'ablation des 2/3 de la zone hippocampique de façon bilatérale, comme vous voyez sur le schéma et sur le scanner. Après la chirurgie, le patient HM avait présenté des troubles de mémoire très surprenants et très rares. D'une part, il avait perdu une partie de ses souvenirs remontant à quelques mois avant l'intervention. Il ne se souvenait pas de ce qui s'est passé dans l'année, voire les 2 années qui précédaient l'intervention d'ablation de la partie médiane du lobe temporal, mais aussi et surtout, il était incapable de former de nouveaux souvenirs, qu'il s'agissait de souvenirs de type sémantique ou épisodique. D'ailleurs, même la scientifique Milner, qui l'a étudié pendant une 50aine d'années, avait dû se présenter à lui chaque fois qu'elle le rencontrait, car il était incapable de la reconnaître ou de reconnaître son visage. Le cas du patient HM a permis une évolution considérable dans la compréhension du substrat anatomique de la mémoire et de la mémorisation. Il a fortement suggéré l'implication du cortex hippocampique avec l'hippocampe dans la formation, dans l'encodage de l'information et la formation de nouveaux souvenirs
qui seraient stockés au moins transitoirement dans cette région-là, ce qui explique l'impossibilité pour ce patient de former de nouveaux souvenirs du fait de la lésion de cette zone du cerveau. Parallèlement à la même époque, une autre observation clinique, cette fois-ci des États-Unis, celle du patient NA, un aviateur, plutôt un technicien de radar travaillant dans l'aviation américaine, avait eu un traumatisme où une lame tranchante avait transpercé ses narines, entraînant une lésion assez typique ou bien assez précise au niveau du thalamus médian. Il en a résulté des troubles de mémoire assez semblables à ceux du patient HM, avec un déficit de la mémoire antérograde, c'est-à-dire une incapacité à former de nouveaux souvenirs, mais qui était beaucoup moins sévère que le cas du patient HM. Cette observation a mis le point sur l'implication du déencéphale avec ses différentes structures, notamment ici le thalamus, dans les phénomènes de mémorisation à côté du circuit hippocampique. Le syndrome de Korsakoff est aussi un autre exemple soulignant l'implication du diencéphale dans la mémorisation. En effet, ce syndrome apparaît chez des patients suite à un alcoolisme important qui va entraîner un déficit en thiamine responsable d'une lésion au niveau des corps mammillaires. Et l'une des manifestations de ce syndrome, c'est une sorte d'amnésie antérograde. Donc, le phénomène d'encodage de mémorisation où il va y avoir une création de l'engramme qui est la trace mnésique et son passage de la mémoire à court terme vers une consolidation dans la mémoire à long terme se produirait au niveau de l'hippocampe ou du cortex hippocampique ou associé bien sûr à l'implication aussi du diencéphale. Cependant, une fois les informations ont traversé cette zone, où est-ce qu'ils vont être stockés pour le long terme? Il existe plusieurs arguments scientifiques qui soutiendraient que le stockage à long terme des informations se ferait au niveau du cortex, au niveau de ce qu'on appelle le néocortex. Déjà, le cas du patient HM nous apprend que si les informations, si le lieu de stockage unique était au niveau du lobe temporal, comment expliquer la persistance du stock mnésique ancien chez ce patient? On avait dit que le patient HM souffrait d'amnésie antérograde, mais l'amnésie rétrograde se limitait à quelques mois, un peu plus d'un an avant la chirurgie, alors que tous les souvenirs précédents cette date-là étaient bien conservés. Donc, une fois après avoir traversé le lobe temporal dans la structure d'encodage, ces informations sont bien allées être stockées ailleurs. Des expériences, ou plutôt des observations chez des patients qui avaient subi des ablations chirurgicales du cortex, notamment pour traiter l'épilepsie, dans les années 50, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas de traitement antiépileptique efficace et le principal traitement consistait à faire des destructions focalisées des endroits épileptogènes. Chez ces patients-là, on remarquait des sortes d'amnésie focalisées portant sur des éléments particuliers ou sur une certaine période précise. De plus, récemment, l'apport de l'imagerie fonctionnelle a clairement suggéré l'existence de souvenirs ou de stockage de souvenirs au niveau de façon distribuée au niveau de l'ensemble du cortex selon la nature du souvenir stocké. Ainsi, dans des expériences de reconnaissance d'objets ou de visages, on remarque l'activation de zones différentes au niveau du cortex visuel associatif ou supérieur. En fait, l'une des théories expliquant les phénomènes de mémorisation et de stockage de souvenirs qui est la plus reconnue actuellement ou qui est la plus corroborée par les données expérimentales récentes, c'est la théorie des assemblées cellulaires de Hebb. Selon cette théorie, la représentation mentale que l'on se fait d'un objet ou d'un sujet ou d'un animal, par exemple, ici le chien, va
va impliquer toutes les zones cérébrales qui sont activées par les différents stimulus associés à cet objet ou à ce chien. Ici, par exemple, quand je regarde ou quand je rentre en contact avec un chien, les différentes zones cérébrales qui vont être activées, c'est la zone de la vision qui va être activée pour encoder ou pour enregistrer l'information sur sa taille, sur sa couleur, l'information sémantique comme quoi c'est un animal carnivore, l'information que c'est un animal domestique, sa surface lisse, son son d'aboiement, mais aussi la sensation ou l'émotion que j'associe à mes expériences antérieures avec cet animal qui peuvent être soit de l'affection ou de la peur selon mes expériences. Donc en résumé, chaque entité, chaque objet, chaque souvenir que je me fais de quelque chose est en fait constitué d'un ensemble de fragments de souvenirs. Chaque fragment correspond à un aspect particulier que j'associe à ce souvenir et qui correspond à un stimulus sensoriel particulier qui va être stocké dans sa zone respective de traitement sensoriel. Par exemple, les informations visuelles vont être stockées dans le cortex occipital, cortex visuel associatif, les informations sensitives comme ici la surface lisse de la fourrure ou des poils du chien vont être stockées dans les aires pariétales, le son ou l'aboiement va être stocké dans les aires de reconnaissance des sons et l'émotion qui va avec va être stockée aussi dans la zone de traitement émotionnel. Mais ce qui est important à préciser, c'est que ces différents endroits de stockage, chacun d'un souvenir qui est lié à une seule entité, vont être reliés entre elles par des synapses, ce qui fait que la stimulation d'une seule zone ou l'évocation d'un seul détail va entraîner par la suite une évocation en réseau de l'ensemble des informations reliées à cette entité, de façon à ce que si une lésion ou une altération d'une partie de ces aires ne va pas forcément entraîner la disparition complète du souvenir de l'entité globale. Ce qui suggère une organisation de la mémoire de façon diffuse, répartie sur l'ensemble du cortex, avec dans chaque zone corticale une information relative à la spécialisation de cette aire, ce qui va permettre un développement en réseau avec de multiples connexions entre ces différents souvenirs. Ensuite, dans le néocortex toujours, il y a une zone assez spécifique qui est le cortex préfrontal, très important car c'est le siège de ce qu'on appelle la mémoire de travail, indispensable aux fonctions exécutives. En effet, dans des situations de lésion de cette zone-là, on peut avoir des troubles de la mémoire de travail qui ne permettraient pas à l'individu d'être performant dans des tâches de vie quotidienne comme le calcul mental, comme le raisonnement, comme la résolution de problèmes, mais sans forcément avoir de troubles d'évocation mnésique, qu'elles soient sémantiques ou épisodiques ou autres. Dernière chose, qu'en est-il de la mémoire procédurale? Est-ce qu'elle est supportée par les mêmes substratums anatomiques? Déjà chez le patient HM, les chercheurs qui s'en occupaient ont remarqué qu'il était capable, malgré son incapacité d'apprentissage de nouvelles informations déclaratives, il était capable de faire de l'apprentissage procédural. Donc sa mémoire procédurale était intacte, notamment à travers une tâche d'apprentissage de dessin à travers le miroir. C'est une tâche qui nécessite un apprentissage certes, mais à partir du moment qu'il l'a acquise, sa réalisation devient très facile, ce qui souligne l'intégrité de la mémoire procédurale chez ce patient-là. La conclusion, c'était que la mémoire procédurale ne passait pas par les mêmes circuits et ne dépendait pas du lobe temporal médian pour être acquise. Des expériences sur les rats qui consistaient en la destruction de zones striatales ont engendré la difficulté d'apprentissage procédural, notamment dans des tâches spatiales où l'animal devait retrouver son chemin dans un labyrinthe pour retrouver la nourriture.
Le striatum consiste en trois principales structures, le noyau codé, le putamen et le pallidum, et ces structures ont été associées à l'apprentissage et à la mémoire procédurale grâce aux expériences suscitées et d'autres encore, notamment chez les primates. Chez l'homme, dans des situations pathologiques où il y a une anomalie de fonctionnement du striatum, soit par lésion directe, soit par lésion des autres noyaux gris centraux impliqués dans des boucles striato-striatales, on a remarqué que, en plus des perturbations motrices que puissent avoir ces patients-là, ils avaient des difficultés d'apprentissage procédural sans pour autant que la mémoire déclarative, sémantique et épisodique soit atteinte, notamment dans la chorée de Huntington et dans la maladie de Parkinson. Donc, en résumé, la mémoire est supportée par différentes zones cérébrales. Pour ce qui est de la mémoire déclarative, épisodique ou sémantique, l'encodage et l'enregistrement des informations passent par les structures temporales médiales, notamment l'hippocampe et les cortex hippocampiques, avec aussi l'implication du déencéphale. Une fois les informations sont encodées dans cette structure-là, ils vont avoir un stockage transitoire, notamment au niveau du lobe temporal latéral, jusqu'à leur déplacement pour un stockage définitif au niveau du cortex de façon très diffuse, réalisant des réseaux, chaque information étant enregistrée ou stockée vraisemblablement dans la zone spécialisée dans son traitement perceptif. Pour ce qui est de la mémoire implicite ou non déclarative, notamment l'apprentissage procédural, il serait supporté essentiellement par le striatum, avec également l'application du cervelet qui a été prouvée par d'autres expériences.